Junior Mbouy, on le disait tantôt, il est expert financier. Alors bonjour Junior, bienvenue dans cette émission. C'est le Let's Talk Best Business, le talk show. Comment est-ce qu'on passe d'une jeunesse communiste de Champigny aujourd'hui à aller jusqu'au Congo pour se positionner? Alors effectivement, je suis issu de la ville de Champigny-sur-Marne, un bastion communiste qui est l'ancien bastion de Georges Marchais. Et j'ai d'ailleurs appartenu, moi, à ces classes-là. Alors comment on passe effectivement de ce milieu-là au monde de la finance? Tout simplement par de la formation. Donc j'ai une formation effectivement avec un troisième cycle en finance. Et donc j'ai pu aussi, suite à ça, travailler pour les grandes institutions financières à travers la France, l'Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, je les accompagne en fait sur tout ce qui est sujet de règles prudentielles et de normalisation bancaire. Alors vous êtes originaire du Congo. Comment se porte le pays aujourd'hui? Alors, le pays est un pays qui est en pleine mutation, qui a, si vous voulez, eu une dernière élection il y a maintenant 5 ans et renouvelée avec le nouveau président Félix Tshisekedi. Donc, c'est un pays qui est en mutation. Des actions ont été faites. Il y a encore à faire. Donc, c'est comme l'Afrique en général où on voit qu'il y a un dynamisme qui est là. Mais je pense que les gouvernements doivent mettre en place des éléments pour justement arriver à faire que l'Afrique décolle et notamment la RDC aussi. Mais à quel moment vous êtes interpellé dans votre parcours et vous vous dites, attention, le Congo, c'est un pays qui regorge énormément de ressources. À quel moment cela vous interpelle, vous, en tant qu'expert financier? Alors, tout simplement, moi, j'ai eu à travailler, comme je vous le disais, pour pas mal d'institutions financières dans le monde. Et j'ai voyagé beaucoup. Donc, ce qui m'a interpellé, c'est de voir comment certains pays, et je vais faire référence aux pays du sud-est asiatique, donc les quatre dragons, Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée, qui, avant l'indépendance du Congo, donc dans les années 60, ce sont des pays qui avaient du retard économiquement et industriellement sur la RDC. Et quand on voit le modèle économique de ces pays, comment ils se sont développés aujourd'hui, en comparaison avec le Congo, qui a, elle, toutes les richesses nécessaires pour devenir un grand pays. Donc, légitimement, à un moment donné, on se pose des questions. On se dit pourquoi certains pays n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Quels sont les ingrédients qu'il manque? Qu'est-ce qui a freiné le développement du Congo? Alors, il y a eu plusieurs choses. Ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu l'indépendance du Congo dans les années 60, je pense que cette indépendance est arrivée trop vite. Donc, il n'y a pas eu un accompagnement assez important de l'élite et une formation de l'élite justement en RDC. Et puis, il y a eu de la gouvernance, qui, moi, je dirais que je peux qualifier que cette gouvernance a été un peu défaillante. Et surtout, pour le Congo, il y a un point qui a été très important, ça a été ce qu'on a appelé la zaïrianisation de l'économie. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, qu'on a récupéré, en fait, toutes les entreprises, en fait, les gros bastions de l'industrie congolaise qui étaient à l'époque dirigés par des étrangers, des multinationales, ont été... Vous parlez d'avant la chute du président Mobutu. Alors, c'était avant la chute, tout à fait. Donc, c'est lui, justement, qui a été à l'origine, justement, de cette zaïrianisation. Donc, on a nationalisé les entreprises, mais les personnes qui ont été amenées à diriger ces entreprises n'étaient pas prêtes. Mais souvent, nationaliser les entreprises, ça crée des opportunités, même pour les nationaux. C'est quelque chose de stratégique, ça marche dans certains pays. On a des grands pays comme la Corée du Sud où la plupart des entreprises sont nationalisées. Mais pourquoi ce modèle-là, il ne marche pas sur le continent africain, notamment au Congo? Pourquoi il n'a pas marché? Alors moi, je dirais, pour répondre à cette question qui est d'ailleurs très, très pertinente, c'est que je pense qu'il y a la formation. Je pense que les gens qui ont été amenés à diriger ces grandes entreprises n'ont pas été assez formés, n'ont pas été assez qualifiés. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui les efforts consentis, que ce soit en RDC ou dans l'ensemble des pays africains, l'éducation n'est pas un poste prioritaire. Donc quand vous ne formez pas des élites, vous ne formez pas des gens qui sont prêts à occuper des hautes fonctions, ça devient difficile et ce sont les ressentis. Et d'ailleurs, le président a reconnu à l'époque, donc Mobutu, que ça a été une erreur d'avoir nationalisé à ce moment-là, et le pays n'a pas su en fait réattirer l'investissement étranger. Un mot sur votre livre, parce que dans ce livre-là, vous parlez d'immobilisme, de frein. Pourquoi est-ce que effectivement toutes les intelligences congolaises n'ont pas poursuivi ce changement-là? Vous en parlez, un mot sur votre livre par rapport à... Oui, effectivement, je parle d'immobilisme parce que on voit que le pays est au ralenti depuis les années 60, même s'il y a eu effectivement une succession de gouvernements qui sont arrivés, mais le pays est au ralenti parce qu'il y a un manque à la fois de formation d'élite, mais il y a aussi effectivement un conflit qui perdure à l'est du Congo depuis maintenant 30 ans, qui fait des millions et des millions de morts, des massacres, des femmes violées, des déplacés. Et moi, j'aime bien citer Cheikh Anta Diop qui dit que pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc, comme il n'y a pas de sécurité, il y a un conflit qui est à l'est, ça freine aussi. Et après, à côté de ça, il faut que l'État mette en place des moyens pour pouvoir du moins assurer une souveraineté à la fois politique, économique, mais aussi territoriale. Et quand on regarde la RDC,
ben, le pays, on voit bien il y a un problème effectivement de souveraineté, il y a des problèmes de démocratie. Donc tous ces ingrédients font que le pays est dans un immobilisme et qui a du mal à décoller. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gouvernants qui sont sur place? Parce que dans votre discours, on parle de situation, on fait un état des lieux, on essaie de tenter de trouver les éléments et les solutions connexes pour sortir de l'ornière. Le Congo, on ne le dira jamais assez, est un très grand pays, un vaste pays. On a énormément de ressources sur le continent. Mais d'où peut venir le déclic pour le développement de ce vaste pays qui est aujourd'hui, on va dire, un géant de l'Afrique? Alors moi, je dirais que déjà, pour qu'il y ait ce déclic, il faut déjà que le pays accepte sa position de leadership au niveau de l'Afrique centrale et qu'elle se dote effectivement d'organes, d'éléments, qu'elle investisse massivement. Et je dirais que pour moi, le déclic aussi, ça va passer par de l'attractivité du marché local, de l'attractivité du marché international. Pourquoi? Parce que il faut que le pays arrive à attirer des investissements étrangers. Pourquoi? Parce que plus vous allez attirer ce qu'on appelle les IDE, donc ces IDE vont venir... Les investissements directs étrangers vont venir investir localement. Et ça va être générateur, d'emploi, mais il faut que ce soit dans un cadre inclusif, on crée de l'emploi localement. Et donc, cette génération d'emploi va générer de la croissance et va générer des recettes supplémentaires pour le gouvernement. Et donc, basé sur ce postulat et sur les recettes générées, le pays pourra facilement investir dans les postes stratégiques, comme on l'a dit, la santé, l'éducation qui est prioritaire parce que on ne peut bâtir une grande nation sans éducation et aussi les infrastructures. Et si on prend le cas spécifique de la RDC, il faut un investissement dans le militaire. Sinon, oui, vous êtes expert financier. Aujourd'hui, sur le continent africain, on parle de notation financière. On a énormément de choses qui se font. Récemment, votre structure a mis en place un produit. Vous, en tant qu'expert financier, quel est aujourd'hui l'état des lieux du secteur financier mondial et quels sont les impacts, bien sûr, sur l'économie africaine? L'état des finances mondiales, vous avez vu que depuis les années 2008, on a eu une succession de crises, en fait. Donc, on a eu la crise de subprime qui avait démarré aux États-Unis. Suite à ça, il y a eu la crise des lettres grecques, il y a eu la crise des souverains. On a eu la crise récemment, la crise Covid, qui a impacté également les économies mondiales. Donc, on a un système bancaire au niveau mondial qui est aujourd'hui connecté. Donc, on est très exposé à ce qu'on appelle la notion de risque systémique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique est en plein boom. L'Afrique veut intégrer le marché des capitaux. Et pour cela, je pense que l'Afrique doit mettre en place des standards internationaux pour se prémunir du risque politique, notamment, mais aussi du risque systémique de propagation des effets de crise qu'on a dans le monde. Donc, la notation pays est quelque chose qui est assez importante. Donc, moi, effectivement, avec ma société, on est en train de travailler sur un outil qui va permettre, en fait, aux banques centrales et aux banques commerciales africaines de calculer leur ratio réglementaire de fonds propres, comme le font toutes les banques internationales. Et nous, on va y adosser quelque chose une subtilité qui sera, en fait, de le faire à la fois aux standards internationaux, mais aussi aux standards africains. Alors, une question subsidiaire qui est très importante aujourd'hui, on parle de guerre de l'information, on parle de guerre économique. Sur le continent africain, toutes les présences des États qui sont puissants sont là. On a la Chine, on a la Russie, on a les États-Unis. Est-ce que les Africains eux-mêmes sont conscients que sur le territoire se mène cette guerre informationnelle et cette guerre économique-là? Alors, c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, géostratégique, on a la Chine, les États-Unis, l'Europe, qui, même s'il y a un petit peu en recul, qui viennent investir massivement en Afrique. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'Afrique doit avoir un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que après la colonisation, les pays africains ont gardé en fait des rapports privilégiés avec les pays colonisateurs. Donc, ils ont des partenariats ou des accords bilatéraux. Mais les pays africains ne se parlent pas entre eux, ne commercent pas entre eux. Et quand vous prenez le taux de commerce intra-africain, c'est de l'ordre de 12%, ce qui est relativement faible. Donc, ça, c'est un point qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que les pays africains doivent faire en sorte de se faire confiance parce qu'il y a des forces tout au long du continent. Et grâce à ça, en fait, on va développer notre commerce international en interne, comme c'est le cas dans certains pays notamment. Et je pense, c'est des modèles qu'il faut copier en Amérique latine avec le Mercosur. On a créé des marchés communs, le marché commun sud-américain, le Mercosur ou l'ALENA. On voit que ça marche, c'est éprouvé. Donc l'Afrique doit se regrouper, développer son commerce international et ne surtout pas basculer d'une ancienne tutelle avec la colonisation vers une nouvelle tutelle qui est les investissements massifs chinois. On va conclure cette interview en vous demandant votre regard sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors, moi, ce que je dirais, effectivement, les relations entre l'Afrique et l'Europe sont des relations qui, comment dire, ne sont pas négatives. L'Africain ne rejette pas l'Europe. Ce que veulent les Africains aujourd'hui, c'est un changement de prisme, un changement de paradigme. Ils veulent construire des rapports, des relations gagnant-gagnant. On a aujourd'hui une jeunesse africaine qui est éveillée, qui a conscience des potentialités du pays. Et ce que veut cette jeunesse aujourd'hui, c'est être considérée comme un partenaire à part entière.